Le silence de la grande salle du conseil pesait lourd, plus étouffant que n'importe quel brouillard sur les monts du Jura. Il y avait cette odeur persistante de fumée et de vieille fourrure que je connaissais trop bien, mais en dessous, si on osait respirer vraiment, d'autres effluves flottaient, l'amertume, la peur froide et une sourde culpabilité que personne ici ne voulait admettre. Je m'étais assise, sans demander la permission, à la place de mon père, à l'extrémité de la longue table de pierre. Mon oncle Pierre, face à moi, arborait ce sourire lisse, celui que j'avais appris à détester, tandis que les anciens s'étalaient de part et d'autre, tels des loups jouant les prêtres. Reprenons donc, lança Pierre, sa voix douce comme du cuir huilé, l'affaire de la frontière nord et des patrouilles. L'affaire de la patrouille disparue. Le coupage, les mots coupants. Une pause, des tasses suspendues en l'air, des regards qui glissaient, furtifs. Nous avons envoyé un message à ce sujet il y a des semaines, reprit-il. La mienne en était restée muette. Tu as dû recevoir. J'ai reçu une jolie lettre qui parlait de malheureuses pertes et de sacrifices nécessaires en ces temps difficiles. Répondis-je, laissant ma voix traîner sur chaque mot. J'ai demandé des détails. Je n'en ai eu aucun. Je redemande maintenant. Nommez les guerriers. Dites-moi où leur sang a coulé. Expliquez pourquoi. 3 éclaireurs expérimentés, des hommes qui connaissaient cette terre mieux que leur propre tanière, étaient tombés dans une embuscade. C'était la version officielle. J'ai vu le grand prêtre, l'homme au nez d'aigle, replier ses mains, ses yeux froids comme la pierre. La guerre est chaos, Alpha Marie. Des jeunes disparaissent. Blâme l'ennemi, pas les siens. Les miens. Le mot avait un goût rance sur ma langue. Ces hommes étaient aussi les miens. Je l'entends encore, la rage montant, étouffée. Ce n'était pas seulement de la colère que je sentais, non. C'était de la peur. Peur de ce que je pourrais déterrer si je continuais à tirer sur le fil. Pierre leva une main, signe de paix feinte. Les noms sont consignés dans les registres. Nous ferons en sorte que tu en reçoives une copie. Je verrai l'original, rétorquai-je, mes yeux ancrés dans les siens, et la carte de leur itinéraire, et le traité que vous avez signé avec les clans de la montagne l'hiver dernier, celui qui a changé les terrains de chasse près de l'endroit où ils sont tombés. Un autre ancien, la sueur perlait sur son front, intervint. Ces documents sont très vastes, des résumés sûrement. Les résumés sont pour les enfants et les lâches. Ma voix était basse, un avertissement. J'ai été les deux. Je ne suis plus aucun des deux. Ils bougèrent sur leur siège, mal à l'aise sous mon regard. Ils n'osèrent pas discuter, mais leurs odeurs me disaient tout. Une aigre inquiétude de l'un, une culpabilité aiguë de l'autre, et le calme presque serein de ceux qui, je crois, croyaient sincèrement leurs propres mensonges. Des fils de tension couraient entre eux, liant certains, isolant d'autres. Chaque fois que j'abordais un sujet différent, un guerrier tombé, une dîme à une meute voisine, une nuit de pleine lune où les rites étaient interdits à tous sauf au conseil, le même schéma émergeait. Les mêmes 2 anciens devenaient raides. Les mêmes 3 évitaient le regard l'un de l'autre. L'odeur du grand prêtre montait en flèche, puis s'aplatissait, n'étant plus que l'encens froid et la pierre. Il fallait que je les frappe là où ça ferait le plus mal. « Rappelez-moi, » dis-je d'un ton léger, traçant le rebord de ma coupe du doigt. « Comment exactement la lune a-t-elle prononcé ma malédiction? Avec quels mots? Dans quelle langue? » J'étais un peu distraite cette nuit-là. Le silence se resserra comme un nœud coulant. Il n'appartient pas aux loups laïcs de réciter des versets sacrés, finit par dire le prêtre. Le fardeau d'une telle connaissance repose sur ceux qui sont formés pour... Je ne demande pas votre fardeau, le coupai-je, mon regard fixant le sien, sans une once de gentillesse. Je demande ma sentence. Les doigts de Pierre tambourinèrent une fois sur la table, un battement de cœur qu'il ne put réprimer. La prophétie était claire.
L'héritière première-née apporterait la ruine si elle était autorisée à monter. Pour empêcher la chute de la meute, l'héritière devait être bannie avant son 9e hiver. Tu le sais. Ce que je sais, repris-je, c'est ce que vous avez raconté à tout le monde. Ce n'est pas la même chose que ce qui a été gravé dans la pierre. Les lèvres du prêtre s'amincirent. Tu remets en question les rituels mêmes qui ont guidé cette meute pendant des générations. Je remets en question tout ce qui a exigé qu'une enfant de 8 ans soit traînée hors d'une porte à l'aube, dis-je doucement. Si vos rituels exigent cela, alors oui, je les remets en question. Cette ondulation, ce minuscule changement de posture. Un jeune conseiller, celui aux cheveux noirs et aux nerfs à vif, détourna soudain le regard du prêtre, les narines frémissantes d'une sorte de honte. Je l'avais remarqué. C'était Julien, mon cousin. Je me rappelais de lui, tout en me demandant ce qu'il était devenu. Moment, ici, je dois faire une pause. Tout ça, cette histoire, c'était d'une absurdité folle, non? Je veux dire, imaginez, vous êtes une enfant, et on vous vire de votre maison, de votre famille, sous prétexte d'une prophétie tordue. C'est le genre de truc que ma mère me racontait quand j'étais petite pour me faire rire, des contes de méchantes belles-mères et de destins scellés par des sorcières. Sauf que là, c'était réel. C'était moi. C'était ma vie. Et le plus dingue, c'est qu'ils y croyaient, ou du moins, ils voulaient que tout le monde y croie. Comment des gens qui se disent aussi des anciens peuvent-ils être aussi aveugles à leur propre peur, à leur soif de pouvoir? Ça me dépasse. C'est comme si leur logique s'était éteinte. Mais peut-être que c'est ça le pouvoir. Il vous rend sourd et aveugle. Aveugle au point de ne plus voir l'enfant que vous sacrifiez. Aveugle au point de ne pas comprendre que l'exilé peut revenir, plus fort et plus malin. Dehors, dans la forêt de Brocéliande, personne ne se souciait des prophéties. Juste de savoir si tu allais mourir de froid ou de faim. Ça forge, croyez-moi. La réunion s'éternisa, tournant autour des sujets comme des vautours. Ils me donnèrent des chiffres sans contexte, des histoires lissées de leurs arêtes vives. Chaque réponse me montrait moins ce qui s'était passé et plus ce qu'ils voulaient que je croie. Quand les cloches annoncèrent le repas du soir, la chambre crissait de l'effort, des mots tordus et étirés jusqu'à ce qu'ils craquent. Je partis avec un sourire agréable sur les lèvres et une tempête s'aiguisant dans ma poitrine. La cour d'entraînement était vide quand je m'y rendis, comme je le savais. La terre battue, marquée par des années de bottes et de griffes, était dure. La lune argentait les râteliers d'armes. Jam, les vieux mannequins, les entailles dans la pierre où de jeunes loups avaient percuté les murs. Ici, mon père corrigeait ma posture jusqu'à ce que mes bras tremblent. Ici, ma cousine m'avait plaqué dans la poussière, riant, avant que l'ombre de la voyante ne tombe sur nous pour la première fois. Tu reviens toujours ici quand tu penses trop fort. La voix venait du bord de la cour, là où le mur rencontrait l'ombre de l'armurerie. Masculine, jeune, rauque par trop de fumée et pas assez de coumeille, familier. Je me retournai. Il s'avança lentement dans la lumière, comme on approche une bête sauvage, ce que j'étais, pour être juste. Cheveux foncés noués à la nuque, un cuir de conseiller jeté à la hâte sur une tunique, la bague du conseiller lâchée à son doigt. Sa mâchoire était plus nette que dans mes souvenirs, ses yeux du même gris orageux que les miens. « Julien, dis-je. » Il grimaça en entendant son nom sur ma langue. « Tu te souviens? Je me souviens que tu as volé mes bottes et les as cachées dans les chenilles. » Je laissai mon regard voyager sur lui, de sa bague à sa posture en passant par son odeur. Je me souviens aussi que tu te tenais aux côtés des anciens quand ils m'ont condamné. Intéressant que ces choses coexistent, il tressaillit. J'étais un garçon. Moi aussi, dis-je, ça ne m'a pas sauvé. Il baissa les yeux, les épaules se tendirent. Si je pensais, tu ne pensais pas, le coupai-je. C'est ça le problème. Pourquoi es-tu ici maintenant? Il leva les yeux, et le garçon que j'avais connu jadis vacilla derrière le visage de l'homme.
Parce que j'ai passé des années à faire semblant de ne pas entendre les failles dans leurs histoires, dit-il. Et toi? Toi, tu marches et tu les tires comme si tu avais des griffes faites de questions. Si tu as l'intention de faire tomber cette salle, j'ai besoin de savoir si je dois me tenir dessous ou courir avant que les pierres ne tombent. Et que te dit ton esprit de conseiller affûté? Demandai-je. Que je suis un lâche, dit-il, l'air presque soulagé de le dire. Mais même les lâches en ont assez d'étouffer sous les mensonges des autres. Une brise balaya la cour, apportant l'odeur de la salle, de viande, de vin, de peur. Sa propre odeur était mêlée, sang de ma lignée, cendre, sueur, culpabilité. Tu as douté de la malédiction, dis-je. Ce n'était pas une question. Dès l'instant où ils l'ont prononcé, il passa une main dans ses cheveux. Tu étais une enfant qui s'entraînait plus dur que les guerriers qu'il louait. Tu ne tressaillais pas devant le sang. Tu n'aboyais pas au froid. Il disait que tu étais faible, souillé. Ça ne collait jamais. Mais le visage de la voyante cette nuit-là, il s'interrompit, la gorge nouée. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait vu sa propre mort. Ils nous ont dit que la lune avait parlé et que la remettre en question, c'était inviter la ruine. Et tu avais peur de la ruine, dis-je. J'avais peur de mon père, dit-il, les yeux durs maintenant. Du tien, des anciens, de ce qui arrive aux loups qui grognent à la main qui les nourrit. Ils ne sont pas bannis avec des droits d'invité, Marie. Ils disparaissent. La cour devint silencieuse. Il y a une chambre, continua-t-il, les mots bas et rapides maintenant, comme s'il craignait qu'ils ne soient arrachés de l'air. Sous la grande salle, pas la pièce rituelle principale que nous utilisons pour les noms et les serments, une plus profonde. Mon père l'appelait la crypte des serments. Ils t'y ont emmené avant que le bannissement ne soit annoncé. Ils y ont emmené la voyante aussi. Après cette nuit, la porte a été scellée. Seul l'alpha par intérim à la clé. Mon oncle, et le registre? Demandai-je. Julien hocha la tête une fois. Chaque offrande, chaque marché, chaque serment, fait dans le sang plutôt que par la parole y est écrit. Il est conservé dans le coffre privé de mon oncle. Il porte la clé sur une chaîne sous sa chemise. Je l'ai vu la toucher quand il pensait que personne ne regardait, comme un talisman. Une information tranchante comme n'importe quelle lame. La première vraie faille, non pas dans leurs histoires, mais dans leur défense. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demandai-je d'un ton faussement amusé. « Par affection cousine tardive ?»« Ne te moque pas de moi, dit-il, la colère s'enflammant, chaude et honnête. Je me tenais à tes côtés quand ils t'ont marqué le coup. Tu te souviens? Je t'ai entendu jurer que tu reviendrais. J'ai vécu la moitié de ma vie à attendre de voir quelle version de toi franchirait le portail, la malédiction qu'il promettait, ou la tempête que je suspectais. Maintenant tu es là, et je préférerais être écrasé par des vérités que j'ai aidé à révéler, plutôt que d'être enterré vivante sous des mensonges que j'ai fait semblant de ne pas voir. Ces mots touchèrent à quelque chose en moi que je ne voulais pas nommer. Je ne suis pas ton absolution, dis-je. Je sais, il prit une inspiration, mais je peux être ta porte. Nous nous faisions face à travers la cour d'entraînement qui avait autrefois été notre monde. La lune montait plus haut, peignant les pierres d'une lumière blanche et osseuse. Quelque part au-delà des murs, ma meute exilée attendait, comptant les heures. À l'intérieur, le conseil dormait. La plupart d'entre eux, du moins, sûrs que les vieux secrets pouvaient encore tenir. « Montre-moi l'entrée de cette crypte des serments, » dis-je finalement. « Ne m'emmène pas à la porte. N'apporte pas de clé. Montre-moi juste où la pierre est la plus fine. » Julien expira. Un son mi-soulagement, mi-effroi. Demain, quand la salle sera pleine pour le repas de midi, je renverserai une coupe et me plaindrai du courant d'air sous mes pieds. Ils riront. Tu regarderas. Tu verras comment ils font tous semblant de ne pas sentir le froid monter des planches. Et le registre? Demandai-je. Sa bouche se tordit. Pour cela, tu auras besoin de plus qu'une simple fissure. Mais une fois que la fondation commence à bouger, il écarta les mains.
Même le coffre le plus solide peut être renversé. Je l'étudiais un instant de plus, pesant le passé contre le présent, le sang contre la trahison. Finalement, j'acquiesçais. Très bien, cousin. Pour ce soir, tu te tiens sous les pierres qui tombent d'avec moi. Il inclina la tête, quelque chose comme un soulagement adoucissant ses épaules. Alors qu'il se tournait pour partir, je repris. Julien, il se retourna. Quand ce sera fini, dis-je, il n'y aura plus de cachette derrière l'ombre des autres loups. Tu comprends ça? Oui, dit-il. Je pense que c'est pourquoi je suis toujours là. Quand il partit, la cour sembla différente, pas plus vide mais chargée. Je levai les yeux vers la masse sombre de la grande salle, ses fenêtres comme des yeux cagoulés. Ils pensaient encore que j'étais une invitée. Ils n'avaient aucune idée que la tempête s'était déjà infiltrée dans leurs fissures, se rassemblant, se construisant, prête à faire s'effondrer toute la structure de l'intérieur. Dans cette forteresse, l'invisibilité était un art, et Sophie, l'une des servantes, en était la maîtresse incontestée. Elle m'avait abordé l'autre soir, dans un couloir sombre, ses mains froides pressant une lanterne dans les miennes. Ses paroles résonnaient encore en moi, gravées comme des runes dans ma mémoire. Elle m'avait raconté comment il l'avait forcée à vider les plats, à essuyer la joie pour ne laisser que le deuil après la fausse victoire. Comment la voyante, celle qui m'avait condamné, avait été emmenée dans les entrailles du château, sous la grande salle, cette nuit-là. Une nuit où les cris s'étaient noyés dans le vent et où le silence était devenu une histoire bien trop polie. Elle était pâle comme un os de rivière, m'avait dit Sophie, les yeux perdus dans un passé qu'elle revoyait clairement. Quand elle est sortie, elle ne regardait personne. Et le lendemain, la tour était scellée. J'imaginais la scène, les cloches sonnant, les guerriers rentrant, moins nombreux, leurs yeux encore remplis de l'horreur de la forêt, inventant un mensonge noble. Et la voyante, dont le regard semblait porter la mort elle-même, selon Julien. Une marionnette manipulée, forcée de prononcer ma condamnation, pour ensuite disparaître. Était-elle morte? Prisonnière? Appelée par la lune, comme il le disait si joliment? Je ne savais plus exactement la version officielle. Tout ce que je savais, c'est que l'odeur du sang et de la peur remontait des profondeurs du château. La grande salle, au-dessus, bourdonnait de voix lorsque je m'éclipsais. Julien avait bien joué son rôle. Lors du repas de midi, il avait accidentellement renversé une coupe de vin allongée, maudissant le courant d'air qui rampait du sol. Les rires avaient traversé les bancs, mais chaque ancien s'était raidi de la même petite manière. Les pieds rentrés, les chaises poussées plus près de la table, les yeux refusant obstinément de dévier vers le bas. Ils le sentaient, le froid montant de l'endroit où ils avaient enterré leur honte. J'attendis que la salle s'emplisse de bruit, le cliquetis des couverts, les coupes se remplissant, les disputes sifflant entre les bouchées. Puis je me levai, murmurai quelque chose sur le besoin d'air, et sortis par la porte latérale que personne d'important n'utilisait jamais. Le couloir au-delà était silencieux, tapissé de torches non allumées et de vieux trophées de chasse. Je le parcourus lentement, comptant chaque dalle de pierre sous mes bottes, cherchant celle qui résonnait différemment. Au 5e passage, je la trouvai. Un carré de pierre plus sombre, plus lisse que les autres, laissant s'échapper un frisson à travers le cuir de mes semelles. « Je te tiens », murmurai-je. Il n'y avait pas de joint visible, pas de charnière, rien pour trahir son but. Bien sûr que non. Le conseil croyait aux apparences, mais la pierre n'est obstinée que si on n'applique pas la bonne sorte de pression. Je m'agenouillais et pressais ma paume à plat, le froid mordait comme des dents. Je poussais plus fort, canalisant la force dans mon bras, l'os grinçant contre l'os. Pendant une respiration, rien ne se passa. Puis la pierre bougea avec un soupir réticent, s'enfonçant juste assez pour s'accrocher. Un léger clic répondit du mur à ma gauche. Une étroite section de boiserie vacilla, puis s'ouvrit vers l'intérieur, révélant une fente de ténèbres et un souffle d'air qui sentait la poussière,
la cendre et le vieux sang, la crypte des serments. Je me glissais à l'intérieur et refermais presque le panneau derrière moi. L'obscurité était presque totale, brisée seulement par une fine ligne de lumière derrière moi. J'attendis, écoutant. Au-dessus, le rugissement feutré de la salle continuait, inconscient. Aucun pas n'approcha. Aucune alarme ne fut déclenchée. Bien. Je m'avançai, une main sur le mur humide, l'autre reposant sur la poignée de mon épée. Le passage s'inclinait vers le bas dans une courbe lente et insistante, m'attirant sous le cœur du donjon. Plus j'avançais, plus il faisait froid, comme si je marchais dans la gorge de quelque chose qui avait oublié comment respirer. Après un moment, le tunnel s'ouvrit sur une chambre. Elle n'était pas grande, mais elle semblait vaste de la même manière qu'une tombe semble infinie quand on se tient au bord. Des bougies avaient brûlé ici autrefois, si nombreuses que la cire s'accrochait encore au sol en flaques pâles, des gouttes fossilisées figées en pleine chute. L'air crissait d'encens ranci depuis longtemps, superposé à l'aigre odeur métallique du sang qui avait imbibé la pierre et n'était jamais complètement parti. Ce n'était pas un endroit pour nommer des louveteaux ou bénir des récoltes. C'était là qu'ils scellaient des marchés. Des chaînes pendaient des murs, pas beaucoup, mais assez. Des bracelets de fer et de vieilles menottes en cuir pendaient, tachées de noir. Au centre de la pièce se trouvait un bassin peu profond sculpté dans le sol, ses bords gravés de runes usées par le temps et l'usage. Un drain se trouvait au fond, noir et affamé. Mon loup pressa contre ma peau, grognant le long des murs incurvés. Quelqu'un avait gravé des mots dans l'ancienne langue. Ce n'était pas une écriture sacerdotale soignée. Ces lettres avaient été tracées par différentes mains au fil des ans, se chevauchant, approfondissant les sillons. Je m'approchais, laissant mes yeux s'adapter, mes doigts planant juste au-dessus de la pierre. Ici, la prophétie, non pas comme une seule inscription immaculée, mais en fragments, des lignes dispersées entre d'anciennes bénédictions, des malédictions à moitié effacées, les éraflures désespérées de loups qui étaient venus ici en espérant le salut et y avaient laissé leur peur à la place. Je lus à voix basse, assemblant les éclats. Quand la lune marque la lignée, une pause où la roche s'était effritée. Une héritière s'élèvera avec la tempête dans ses veines. Ma gorge se serra. Ma mère m'avait appris ces mots anciens en secret, loin de la piété feinte des prêtres. Elle les avait tracés sur ma paume avec son doigt, m'avait fait les répéter jusqu'à ce qu'ils vivent dans mes os. La meute tremblera. Un autre trou, pas pour l'enfant mais pour le voleur. Mon pouls martelait, je me déplaçais le long du mur, suivant les phrases éparses. La ruine ne vient pas par droit de naissance, mais par la main qui vole le trône marqué par la lune. Sang de la lignée sur la pierre. Le chef couronné de lumière volée entraînera la meute vers l'ombre. Je reculais, respirant difficilement. Ils avaient pris ça, l'avaient déchiqueté, et n'avaient nourri la meute que des morceaux qui les servaient. L'héritière apportera la ruine, bannis-la ou nous tomberons tous. C'étaient les mots qu'ils avaient utilisés. J'entendais encore l'écho de la voix du grand prêtre cette nuit-là. Des mensonges tremblants et justes. Tout cela coupé de la chair de cette vérité. Ce n'était jamais l'héritière qui avait condamné la meute. C'était le voleur. Je pressais ma paume à plat contre le mur pour me stabiliser. La pierre était froide, mais sous le froid, j'imaginais que je pouvais sentir le fantôme léger de la main de ma mère, de celle de mon père. De tout loup qui s'était tenu ici et avait prêté serment sans connaître le couteau caché dans la manche du prêtre. C'est de ça que vous aviez peur, murmurai-je dans le silence. Pas de ma malédiction, mais de votre vol. Une table éraflée se tenait dans le coin le plus éloigné, à moitié enfouie sous la poussière. Les pieds étaient renforcés par des bandes de fer, le bois marqué par des lames et du métal chaud. Dessus se trouvait un coffre en fer, trapu et lourd, sa serrure brillant d'huile. Quelqu'un avait pris soin de cette serrure, même quand le reste de la pièce était laissé à l'abandon. Mon oncle touchait la clé à sa poitrine comme un talisman.
Le coffre n'était pas grand, mais quand j'essayais de soulever un côté, il bougea à peine, plein alors, de papier, de parchemin, peut-être de plaques de métal, des choses qui valaient la peine d'être cachées. La serrure se moquait de moi. Tout en acier lisse et en goupilles précises, je pouvais la briser. Avec assez de bruit, assez de temps, deux luxes que je n'avais pas. Au lieu de cela, je m'agenouillais et pressais mes doigts le long du joint où le métal rencontrait le bois. Sur la face inférieure du couvercle, juste au-dessus du loquet, je trouvais ce que je cherchais. Une petite dépression, trop régulière pour être accidentelle. L'odeur de fer y était la plus forte. Une serrure de sang, bien sûr. Le coffre était lié à une lignée spécifique. Celle de mon oncle, probablement, ou celle combinée du conseil. Une goutte du mauvais loup ne ferait rien. Une goutte d'un ennemi pourrait même déclencher une protection, une lumière ou un son. Les prêtres adoraient ces tours. Je souris lentement. Je n'étais pas le mauvais loup. Je sortis une griffe du bout de mon doigt, juste assez pour affûter l'ongle en une lame, et tranchai le coussinet de mon pouce. Le sang jaillit, chaud et vif. Je laissai une seule goutte tomber dans le creux qui l'attendait. La serrure cliqua, non pas bruyamment, mais avec un son qui traversa mes os. J'exhalais mi-rire, mi-quelque chose de plus laid. Marqué par la lune, suis-je, murmurai-je, puis ouvre. Le couvercle se souleva avec un grincement réticent. À l'intérieur des parchemins gisaient en piles soignées, les bords scellés avec de la cire portant le sceau de la meute, et d'autres que je ne reconnaissais pas. Chaque sceau portait un emblème différent, une tête de loup des montagnes, un serpent enroulé autour d'une lame, un soleil fendu par une fissure. Traité, marché, serment. Je n'avais pas le temps de tous les lire. J'avais le temps pour l'essentiel. Le premier rouleau portait une date antérieure à ma naissance. Une alliance avec une meute rivale des bois du Sud, payée en tribut annuel de fer et de céréales. Chaque renouvellement était marqué d'une écriture soignée, contresignée par l'alpha en place et le grand prêtre. Routine. Le second était plus ancien, l'encre passée au brun. Un serment de sang avec un clan de seigneurs de guerre humains, échangeant notre silence sur leur braconnage contre leur coopération discrète avec nos raids frontaliers. Risqué, mais pas inattendu. Le troisième me coupa le souffle. Le sceau de cire portait notre propre sigle et celui de la meute de la montagne au nord, celle qui avait revendiqué la responsabilité de la dernière chasse de mes parents. La date était écrite d'une main que je reconnaissais, celle de mon oncle. Les lettres nettes et contrôlées, signées la nuit précédant la mort de mes parents. Je brisais le sceau. Les termes étaient simples et vils. En échange du contrôle d'une vallée disputée, riche en proie, notre meute, sous l'autorité de mon oncle, retirerait tout leader dont le jugement menacerait la stabilité de la région. Les noms suivaient mes parents. La ligne de signature portait le nom de mon oncle, la marque du grand prêtre et l'empreinte de pouce maculé de l'alpha de la montagne qui les aurait soi-disant tués lors d'un conflit non provoqué. Ce n'était pas un compte-rendu de guerre, c'était une quittance. Derrière cela se trouvaient d'autres petits accords, tous ancrés de la même main précise. Des paiements à des voyants itinérants pour des lectures favorables. Des promesses de sanctuaire à des loups qui avaient enfreint d'anciennes lois, à condition que leur loyauté envers le Conseil fût absolue. Un document glissé près du bas ne portait que quelques lignes. Dans le cas où l'héritière marquée par la lune s'avérerait incommode pour l'ordre convenu, la dite héritière sera neutralisée ou retirée avant d'atteindre la pleine puissance. La cause sera enregistrée comme malédiction, folie ou volonté divine, selon ce qui sera jugé approprié par le Conseil. Pas de nom, pas de date, juste le sceau de mon oncle et celui du prêtre. La réalisation s'infiltra lentement en moi, puis frappa avec la force d'une lame enfoncée. Je n'avais jamais été le danger. J'étais l'obstacle.
Mes parents n'étaient pas des martyrs tombés en défendant la meute lors d'un dernier acte noble. C'étaient des menaces pour un petit empire tranquille, construit sur de l'encre secrète et une fois bon marché. Leurs morts furent les premières pierres d'un mur destiné à me tenir à l'écart. Mon exil fut une autre couche. L'histoire de la prophétie, tordue, éviscérée, servie saignante à la meute, était le mortier qui tenait tout ensemble. Un son s'échappa de ma poitrine, bas et rauque. Pas tout à fait un grognement, pas tout à fait un sanglot. La chambre me parut plus petite maintenant. L'air épais des fantômes de tous les loups qui étaient venus ici chercher la volonté de la lune et n'avaient trouvé que l'avidité des hommes. Je pouvais tout brûler là, tout de suite, imbiber le parchemin d'huile de lampe, frapper le silex, regarder les flammes dévorer chaque mot. Mais la cendre aussi peut être balayée et les histoires réécrites sur des étagères vides. Les secrets carbonisés restent des secrets. Mieux valait faire la lumière sur ces mensonges et les faire regarder ma meute droit dans les yeux. J'ai choisi 3 documents. Le pacte de la montagne, la clause anonyme concernant l'héritière, et un 3e contrat liant le conseil à un tribut de jeunes sangs de familles éloignées en échange de protection. Je les roulais serrés et les glissais dans la doublure intérieure de ma veste, là où le cuir rencontrait la peau. Le coffre, je le refermais, le verrouillant d'un tour. Mon sang l'avait ouvert. Mon sang pouvait aussi le sceller à nouveau. Que mon oncle touche sa clé et sente le faux poids du contrôle un peu plus longtemps. En sortant, je m'arrêtai une fois de plus devant la prophétie gravée. Ma paume s'ajusta parfaitement sur les runes qui parlaient du voleur de trône. « Je te vois maintenant, » dis-je à la pierre. « Vous tous. » Puis je me retournai et refis mes pas dans le passage. Misto contraclo, sans aiguiser à la moindre indication que j'avais été découverte. Mais le panneau en haut s'ouvrit aussi facilement qu'avant. Le couloir extérieur était vide, les bruits de la salle toujours forts et négligents. Je lissai mon expression, essuyai le sang séché de mon pouce contre mon manteau et revins dans la lumière. Dans ma poitrine, la vérité brûlait comme une marque. J'avais assez pour embraser toute cette forteresse. La seule question qui restait était de savoir à quel point je voulais que le feu brûle. Le matin après être sorti de la crypte des serments, la salle du conseil me parut plus petite encore. Ils prirent une place comme toujours. Robes lissées, anneaux brillants, expressions taillées dans la pierre. Seule leur odeur les trahissait. Sous le mélange habituel de fumée et de laine gisait quelque chose de nouveau et d'aigre, la piqûre aiguë de loups qui sentent le sol glisser sous leurs pattes et ne savent pas encore de quelle direction viendra la faille. Je m'assis sans me presser et laissai le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il se hérisse de barbelure. « Nous avons beaucoup à discuter, » dit Pierre enfin, essayant de donner l'impression que c'était lui qui dictait le déroulement de la journée. « En effet, » approuvai-je. Par exemple, le pacte avec les montagnards. 3 anciens se raidirent d'un coup. Les doigts du grand prêtre se serrèrent autour de sa coupe. Julien, en face de moi, regardait la table comme si elle pouvait soudain révéler des dents. Armand. Le sourire de mon oncle n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Quel pacte, Marie ?» demanda-t-il, un pli apparaissant entre ses sourcils. « Nous avons de nombreux arrangements avec nos voisins. » Celui scellé la nuit avant la mort de mes parents, dis-je d'un ton neutre, l'accord qui échangeait une vallée contre le retrait des leaders dont le jugement menaçait la stabilité. Une phrase étrange, comme si vous vous attendiez à ce que certains alphas deviennent incommodants. Les mots tombèrent comme des haches dans le silence. Personne ne bougea. Pendant un battement de cœur, même le feu oublia de crépiter. Puis l'air explosa de dénégation. « Vous vous méprenez! Ces traités sont privés. Aucune héritière ne devrait... » Je levai ma main. Le vacarme s'éteignit. « S'il vous plaît, dis-je, continuez de mentir. Ça m'aide à voir qui se tient où. » 2 anciens rougirent, l'un devint pâle comme un os. L'odeur du grand prêtre monta en flèche d'indignation sacerdotale, assez épaisse pour étouffer. « Vous accusez ce conseil de trahison sur la base de quoi? » exigea-t-il, le poing serré. « De rumeurs,
de lignes mal interprétées dans des registres que vous n'avez pas la formation pour déchiffrer. Sur la base de l'encre de votre propre main, dis-je, le regard fixant le sien, sans ciller. Sur la base de la clause qui ordonnait ma neutralisation avant que j'atteigne la pleine puissance, déguisée en volonté divine. Sur la base de la prophétie gravée dans la pierre sous cette salle. Cette dernière partie, je la laissai tomber comme un appât dans l'eau profonde. L'effet fut immédiat. Mon oncle tourna brusquement la tête vers le prêtre. Les yeux du prêtre papillonnèrent comme vers mon oncle. Pas de mots, pas de shit. Mais dans ce seul regard partagé, je vis tout. La peur, le calcul, la question silencieuse. Elle sait combien. Je souris lentement et vivement. Vous êtes devenu silencieux, dis-je. Les dieux vous ont-ils pris vos langues, ou comptez-vous simplement combien de secrets vous pensiez d'avoir enterrés là où la lumière de la lune n'atteint pas? Julien bougea un léger mouvement de tête. Il sentait la fatigue et les orages à venir. Je les laissais mijoter quelques instants de plus, puis je me calais. Heureusement, je suis généreuse, continuai-je. Je suis prête à laisser toute la meute entendre vos explications sous la pleine lune dans la grande salle. Ce n'est pas ainsi que les affaires sacrées sont traitées, claqua le prêtre. C'est ainsi qu'elles seront traitées maintenant, dis-je, ma voix grave et pleine d'autorité. Selon l'ancienne loi, tout alpha peut convoquer une assemblée de pleine lune et exiger que tous ceux qui doivent allégeance à la meute témoignent des questions de jugement et de succession. Je la convoque dans 3 nuits. Chaque loup, chaque serviteur, chaque guerrier. Pas de porte close, pas de rite privé dans des chambres cachées. Mon oncle se reprit assez pour ricaner doucement. Vous parlez de l'ancienne loi comme si vous en compreniez le poids. Je comprends qu'elle a été écrite pour des moments exactement comme celui-ci, dis-je. Et je comprends que si vous refusez, vous admettez devant toutes les oreilles de cette forteresse que vous craignez la vérité plus que la lune. Il le savait aussi. Je vis la bataille dans ses yeux, le choix entre le contrôle et l'apparence de légitimité, entre me traîner de nouveau dans l'obscurité et risquer une bagarre où tout le monde pouvait voir. Finalement, il inclina la tête juste assez pour être insultant. « Très bien, dit-il, nous tiendrons ton assemblée, et quand la prophétie sera récitée sous sa forme appropriée, tu verras que ta malédiction n'était pas une invention. » « Oh, j'ai bien l'intention de l'entendre, dis-je, chaque mot, ainsi que tout témoin qui était présent cette nuit-là. » Le prêtre tressaillit, la première réaction nette et non gardée que j'ai obtenue de lui. La voyante, par exemple. « La voyante est partie, » dit-il rapidement, « appelée par la lune il y a longtemps. »« Alors nous verrons quels échos restent dans sa tour, » répondis-je, « et dans les souvenirs de ceux qui vivaient ici quand elle a disparu. La cuisine se souvient de plus que vous ne le pensez. » Ses narines frémirent. Les doigts de mon oncle reprirent leur tapotement nerveux. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à les regarder se débattre. Ils n'attendirent pas longtemps. La nouvelle de l'assemblée courut dans le donjon comme le vent dans l'herbe sèche. Les serviteurs chuchotaient dans les coins. Les guerriers échangeaient des regards tendus sur les murs. Certains s'inclinaient devant moi maintenant, avec quelque chose de plus lourd que la peur dans les yeux. L'attente. Le conseil réagit comme je savais qu'il le ferait. Des messagers glissèrent par les portes au coucher du soleil, chevauchant à bride abattue vers les meutes alliées et les parents éloignés. À l'aube, des corbeaux s'envolèrent de la corbeautière, chacun portant des morceaux de parchemin enroulés serrés. La forteresse bourdonnait d'une activité qui n'avait rien à voir avec la préparation à l'hiver et tout à voir avec l'étayage d'une histoire qui s'effondrait. Des oiseaux très occupés, remarquai-je à Julien, alors que nous passions devant la cour de la tour. Ils le sont toujours avant une tempête, dit-il. Cette nuit-là, le premier assassin vint. Le couloir devant ma chambre était sombre, les torches vacillantes. J'avais laissé ma porte ouverte, ostensiblement comme une preuve de confiance. En vérité, je gisais entièrement vêtu sur le lit, l'épée à portée de main. Le loup en moi était éveillé, juste sous ma peau.
Le loquet se souleva avec une lenteur prudente. Une ombre glissa à l'intérieur, silencieuse, sentant l'acier, l'huile et l'âcre salée d'un guerrier qui avait déjà accepté sa propre mort. Il rampa vers le lit, le couteau luisant dans la pénombre. Je le laissai s'approcher suffisamment pour qu'il lève le bras. Puis je bougeai. Mes mains jaillirent, attrapant son poignet en plein arc. Ses yeux s'écarquillèrent, mais il ne cria pas. Entraîné, donc loyal, désespéré. Mauvais côté du lit, dis-je, et je tordis. L'os craqua, le couteau claqua au sol. Avant qu'il ne puisse bouger ou atteindre de l'autre main, mon genou frappa son ventre, lui coupant le souffle. Nous tombâmes au sol ensemble, ma lame à sa gorge. « Qui t'a envoyé ?» demandai-je. Son regard brûlait de quelque chose qui aurait pu être de la haine ou de la honte. « La meute doit être protégée, » cracha-t-il. « De qui ?» J'appuyai plus fort le tranchant, une perle de sang perla. « De l'héritière dont le trône a été volé ou des voleurs qui craignent qu'elle ne le reprenne. » Il serra la mâchoire, tenta de se libérer. Je le clouai plus fermement. « Tu penses qu'il te pleurerait ?» demandai-je doucement. « Tu penses que mon oncle pleurera une arme qu'il a brisée en essayant de me trancher la gorge? Il aura oublié ton nom d'ici le matin. Pas moi. Je me souviendrai de la façon dont tes mains ont tremblé quand tu as réalisé que l'histoire pour laquelle tu as tué était creuse. » Pendant un battement de cœur, le doute vacilla dans ses yeux. « Vas-y alors, cracha-t-il. Finis-en. » Je le considérais. Je pouvais. Ce serait facile, propre, mais les outils morses ne parlent pas. Au lieu de cela, je déplaçai mon poids et enfonçai le pommeau de mon épée dans sa tempe. Il s'affaissa. Quand les gardes arrivèrent, attirés par le bruit que j'avais finalement permis, je m'assurai qu'ils virent tout. Le couteau brisé, les ecchymoses, le fait que je me tenais indemne. Un autre malentendu maladroit, j'en suis sûr, dis-je tandis qu'il l'emportait. Dites au conseil que j'accepte leurs excuses à l'avance. La deuxième tentative eut lieu l'après-midi suivant, sur une étroite passerelle de tours surplombant la cour intérieure. Une dalle lâche, astucieusement inclinée, attendait là où quiconque, trop perdu dans ses pensées, pourrait faire un faux pas et chuter. Je n'étais pas perdu dans mes pensées. Je m'arrêtais juste avant le piège, m'accroupis et pressais mes doigts contre la pierre. Elle vacillait. Du mortier frais bordait ses bords. Quelle paresse, murmurai-je. Julien, qui marchait avec moi, était stupéfait. Tu as vu ça de là-bas? Je l'ai senti, dis-je. La peur et la hâte font un mélange aigre. Nous soulevâmes la pierre ensemble. Dessous, il n'y avait que du vide et une mort certaine sur les pierres en contrebas. Laissez-le, dis-je, mais marquez-le discrètement. Je veux voir qui évitera ce chemin demain. À la troisième tentative, une coupe empoisonnée lors d'un repas public, interceptée lorsque Sophie trébucha et déversa tout le gobelet sur les genoux du grand prêtre. Les chuchotements avaient tourné. Les regards curieux me suivaient dans les couloirs, non plus seulement avec peur, mais avec une curiosité affamée. Quel genre de chef survit à 3 accidents en autant de jours? Quel genre de conseil a besoin de tant d'accidents pour se sentir en sécurité? Chaque échec sapait leur autorité. Chaque piège évident rendait leur souci de la stabilité de la meute plus proche de la panique. Je n'avais pas besoin de les accuser. Ils faisaient le travail pour moi, saignant leur crédibilité sur la pierre à chaque faux pas. La nuit précédant la pleine lune, je me tenais une fois de plus dans la cour d'entraînement, levant les yeux vers la masse sombre de la grande salle. La lumière s'échappait de ses hautes fenêtres. À l'intérieur, le conseil complotait comment tordre la prophétie une dernière fois, comment étouffer les runes gravées dans la pierre avec leur propre voix fragile. Julien me rejoignit, son souffle se condensant dans le froid. « Ils envoient chercher plus d'alliés, » dit-il doucement. « De vieilles lignées qui doivent des faveurs, des prêtres des sanctuaires extérieurs. Ils pensent que le nombre rendra l'histoire plus lourde. » « Alors nous rendrons la vérité plus lourde encore, » dis-je. Il hésita. « Tu es sûr que la meute écoutera? » « Ils ne voudront peut-être pas, admis-je. Les mensonges confortables sont un lit douillet, mais ils entendront.
C'est tout ce que je demande. Au-dessus de nous, un nuage glissa loin de la lune. La lumière pâle inonda la cour, les murs, les pierres qui avaient bu mon sang enfant. Le piège est tendu, dis-je. Demain, nous verrons ce que nous avons attrapé. La forteresse autour de nous craquait, la pierre bougeant comme si elle sentait la tension dans ses propres os. Quelque part au fond, derrière des portes verrouillées et de fausses prières, le conseil s'accrochait à sa toile défaillante, essayant de la resserrer. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'un piège ne peut tenir que tant que la proie croit qu'il n'a pas de dents. J'avais retrouvé mes crocs, et en une nuit de plus, sous le regard vigilant de la lune, je les utiliserai. La pleine lune se leva comme une lame sur la forteresse, fine, brillante et impitoyable, au moment où sa lumière se répandit à travers les hautes fenêtres de la grande salle. La pièce était déjà bondée. Des guerriers bordaient les murs, un mur poli, main ne s'éloignant jamais de leurs armes. Des anciens étaient assis, raides, sur les bancs surélevés. Des serviteurs se pressaient dans les ombres, les yeux écarquillés, serrant des plateaux froids. Même les plus petits louveteaux avaient été tirés de leur lit, enveloppés dans des capes, perchés sur les escaliers et les rebords des fenêtres, pour voir ce qu'aucune génération avant eux n'avait été autorisée à témoigner. La vieille loi les avait appelés ici. J'avais l'intention de leur montrer pourquoi elle avait été enterrée. Je marchais au centre de la salle seul, mes cuirs de combat craquant, mon épée gainée à ma hanche. Chaque pas résonnait contre la pierre, faisant d'écho aux bannières et aux poutres. Sur ma poitrine, sous ma cape, je sentais les arêtures de ce que j'avais volé à l'obscurité. La pierre runique sculptée avec les fragments de prophétie, les contrats, le pacte de sang portant le sceau de mon oncle. Il était assis à la haute table, le conseil rangé autour de lui. Ce soir, il portait la tenue de cérémonie complète, des robes lourdes de broderie, des colliers d'os et d'argent. Le grand prêtre drapé de suffisamment de talismans pour s'y noyer. Tout ça n'était que du bruit. Tout ça était censé distraire. Je m'inclinai devant la salle, pas devant eux. Selon l'ancienne loi, dis-je, ma voix portant sans effort, nous nous rassemblons sous la pleine lune pour témoigner des questions de jugement et de succession. Que chaque loup présent se souvienne que ce qui est dit ici nous lie par le sang et par la parole. Un murmure parcourut la salle, mal à l'aise, affamé, effrayé. Le grand prêtre se leva, appuyé sur son bâton. « Nous répondons à votre convocation, Alpha Marie, » dit-il, faisant sonner le titre comme du poison. « Vous souhaitiez que la prophétie soit lue sous sa forme appropriée. Elle le sera, et vous verrez la volonté de la lune confirmée. »« Pas par votre langue, dis-je, par les runes elles-mêmes. » Je plongeai la main dans ma cape et en sortis la pierre. Des halètements parcoururent les premiers rangs, alors que je la tenais pour que tous la voient. Elle n'était pas grande, pas plus que mes deux mains côte à côte, mais les symboles gravés sur sa surface captaient la lumière des torches, des ombres profondes dans les sillons. L'ancienne langue, taillée par de nombreuses mains, superposée et renforcée au fil des ans. L'écriture que les prêtres avaient prétendu être les seuls à pouvoir lire. Vous l'avez cachée sous la salle, dis-je, m'avançant vers le centre de la pièce. Dans la crypte des serments, vous avez gravé votre propre peur dans ses bords, puis vous avez sélectionné les morceaux qui vous servaient. Ce soir, elle parle en entier. Le visage du prêtre se vida de toutes couleurs. Vous n'aviez pas le droit. J'avais tous les droits, le coupai-je. Cette pierre appartenait à mes parents avant que vous ne la voliez. Elle appartient à la meute, pas à votre cercle privé. Je me tournai, offrant la pierre aux loups rassemblés, les laissant voir la profondeur des coupes, la façon dont certaines lignes en croisaient d'autres. « Qui parmi vous peut lire l'ancienne écriture » demandai-je. Silence, puis quelques mains hésitantes. Un ancien guerrier, une maîtresse de chasse aux cheveux gris. À ma satisfaction, Sophie leva aussi la main, les yeux fatigués mais fermes. « Ma mère croyait que le savoir ne devait pas être thésaurisé, dis-je. Elle a enseigné à certains d'entre vous quand les prêtres ne regardaient pas.
Venez. Ils s'avancèrent, leurs bottes raclant le sol. Le grand prêtre bafouilla, mais la main de mon oncle jaillit, ses doigts mordant sa manche. Pas maintenant, disait cette prise. Pas devant tout le monde. Je plaçai la pierre sur le sol où tous pouvaient la voir et m'agenouillai à côté. Les autres me rejoignirent. Lisez, dis-je doucement. À voix haute, ligne par ligne. Le guerrier loucha, traçant le premier sillon d'un doigt cicatrisé. Quand la lune marque la lignée, une héritière s'élèvera avec la tempête dans ses veines. Une ondulation parcourut la pièce, les têtes se tournèrent vers moi. Je gardai mon regard sur la pierre. La maîtresse de chasse prit la ligne suivante. La meute tremblera. Elle hésita, fronçant les sourcils. Pas devant l'enfant, comme on m'a appris. Il est écrit, pas pour l'enfant, mais pour le voleur. Cette rune est fausse dans la version du prêtre. Sophie se pencha. Ici, dit-elle, sa voix claire, la ruine ne vient pas par droit de naissance, mais par la main qui vole le trône marqué par la lune. Le guerrier continua, plus fort maintenant, comme s'il osait défier quiconque de l'arrêter. Sans de l'aligner sur la pierre, le chef couronné de lumière volée entraînera la meute vers l'ombre. La salle était devenue absolument silencieuse. Même les plus petits louveteaux étaient muets, le souffle retenu. « Ça suffit !» claqua le prêtre, sa voix se brisant. « Vous tordez ce que vous ne... Je ne tords rien. » La maîtresse de chasse grogna, se levant. « C'est l'écriture que mon père a gravée. Je l'ai vu tailler ces runes quand j'étais une fille. Vous nous avez dit que la lune condamnait l'héritière. Pourtant, la pierre condamne un voleur. » Les yeux pivotèrent vers le conseil comme tirés par le même fil. Je me levai lentement. « Vous avez pris cette prophétie, dis-je, m'adressant à la salle, pas aux hommes sur l'estrade, et l'avez transformée en une arme contre une enfant. Vous avez prétendu que la lune exigeait que l'héritière soit bannie pour sauver la meute de la ruine. Mais la pierre dit le contraire. Je plongeai la main dans ma veste et en sortis le premier parchemin. Ceci, continuai-je, le levant haut, est le pacte de la montagne signé la nuit avant la mort de mes parents. En lui, notre alpha par intérim promet de retirer tout leader dont le jugement menace la stabilité en échange de terre et de faveur. Les leaders nommés sont ma mère et mon père. La marque de sang ici. Je déroulai le parchemin et le tendis à la foule. Appartient à l'alpha des montagnes que vous appelez encore un ennemi, mais la signature en bas est celle de mon oncle. Un grondement de choc roula dans la salle comme un tonnerre lointain. Les lèvres de mon oncle s'aplatirent, les yeux brillants. « Faux, dit-il là. N'importe qui pourrait. » Je le coupai avec un second parchemin. « Celui-ci, dis-je, ne porte pas de nom, mais son intention est claire. Il promet que si l'héritière marquée par la lune s'avère incommode pour l'ordre convenu, la dite héritière sera neutralisée ou retirée avant d'atteindre la pleine puissance. La cause serait enregistrée comme malédiction, folie ou volonté divine, selon ce qui sera jugé approprié par le Conseil. » Le papier tremblait dans ma main. Je ne laissais pas ma voix faire de même. « Vous ne craignez pas une malédiction, » dis-je doucement. « Vous craignez de perdre le pouvoir que vous avez volé en faisant tuer mes parents. » « Mensonge !» cria le grand prêtre, son bâton frappant le sol. « Elle dirait n'importe quoi pour... » Alors expliquez pourquoi ces contrats étaient cachés dans la crypte des serments au lieu des archives publiques, claquai-je. Expliquez pourquoi la prophétie que vous récitez a des lignes que la pierre n'a pas. Expliquez pourquoi la voyante qui a soi-disant confirmé ma malédiction a disparu la nuit après le bannissement et n'a plus jamais été mentionnée. Les murmures se transformèrent en disputes. Les loups marmonnèrent les uns aux autres, certains montrant les crocs, d'autres reculant comme si l'air près de l'estrade était devenu vicié. Une paire de guerriers que je reconnus des murs échangèrent un regard qui disait clairement « Si c'est vrai, nous avons servi un mensonge. » Julien se leva, pâle mais ferme. « J'étais là quand ils ont traîné Marie à travers le portail, dit-il, la voix portée pour que tous l'entendent. J'avais 9 ans.
Ils nous ont dit que la lune avait parlé, que l'héritière apportait la ruine, mais ils ne nous ont jamais montré la pierre. Ils ne nous ont jamais permis d'approcher de la crypte des serments. J'ai vu ces contrats de mes propres yeux dans cette chambre. Je l'ai vu les prendre. Si c'est un mensonge, il a commencé bien avant qu'elle ne remette les pieds dans ses murs. Traître, siffla un ancien, tu trahis ton propre sang. Non, dit-il, sa voix ferme, son regard rempli d'une détermination nouvelle. Je refuse de le trahir plus longtemps. La salle éclata. Cris, grognement, le raclement des bancs. Un guerrier près du front me montra sa gorge dans un bref geste de respect, tremblant. Un autre tourna complètement le dos au conseil, faisant face à la foule. Mon oncle frappa la main dans le bras de sa chaise assez fort pour fissurer le bois. « Ce spectacle ne sert personne, dit-il, forçant sa voix au calme. Même si ces documents sont réels, ce sont des reliques de temps désespérés. Tes parents ont fait des choix dangereux. Nous avons fait ce que nous devions pour préserver la meute. Pour préserver ton trône, dis-je, celui que la prophétie disait nous condamnerait s'il était volé. Dis-moi, oncle, la lune t'a-t-elle murmuré cette partie d'une voix que seul toi pouvais entendre? Sa contenance glissa. Pendant un battement de cœur, je vis le loup sous l'homme poli, celui qui avait pris ce qu'il voulait et ne s'était jamais attendu à rendre des comptes. Ils étaient faibles, cracha-t-il, tes précieux parents. Ils nous auraient menés à la ruine avec leur miséricorde et leurs doutes. Ils remettaient en question les vieilles coutumes, défiaient le conseil, parlaient de partager le savoir avec tout le monde, comme si nous étions une meute de voix égales au lieu d'une chaîne qui tient parce que quelqu'un doit être le maillon le plus fort. Ils mettaient tout en danger. J'ai fait ce qu'un alpha doit faire. Tu n'es pas un alpha, dis-je. Tu es un voleur portant une couronne faite d'os d'autres personnes. Un hurlement bas monta de quelque part dans la salle, repris par un autre et un autre. Pas encore à pleine gorge, pas uni, mais le son fit vaciller les torches. Le grand prêtre bondit en avant, le bâton levé. « Ça suffit! » Ce rite s'est écarté du chemin. La lune t'a regardé tordre son nom pour couvrir ta propre peur pendant des années, grognai-je. Ce soir, elle te regarde y répondre. Je m'avançai vers l'estrade, rencontrant le regard de mon oncle de front. Tu as deux choix, dis-je, laissant ma voix porter, froide et claire. Tu peux admettre ce que tu as fait devant ta meute, devant tes dieux, devant les esprits des loups dont tu as versé le sang. Ou tu peux le nier et te déclarer l'ennemi de tout loup qui croit encore que la vérité importe plus que ton confort. Il se leva lentement. La salle retint son souffle. Je ne m'agenouillerai pas devant une enfant de la ruine, dit-il. Je ne livrerai pas une meute que j'ai maintenue en vie à travers la guerre et la famine, parce que tu as trouvé de vieux mots dans un trou et penses qu'ils te rendent juste. Qu'il en soit ainsi, dis-je. Je me détournai de lui et fis face à la salle. En ce moment, criai-je, ma voix ondulant à travers la foule, vous l'avez tous entendu choisir. On lui a donné la chance d'avouer, de se retirer avec le peu d'honneur qui lui restait. Il a refusé. Il a choisi sa couronne volée au-dessus de votre confiance, au-dessus de la loi, au-dessus de la vérité écrite dans le sang et la pierre. Je tirai mon épée. Le métal chanta dans l'air chargé. Par droit de naissance et par droit de défi, dis-je, je revendique le titre d'alpha et appelle ce conseil à répondre de trahison. Tout loup qui se tient avec les voleurs se tient contre moi. Tout loup qui se tient avec la vérité, levez-vous maintenant. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Puis Julien descendit de l'estrade et traversa la salle pour se tenir à mes côtés. Sophie s'agenouilla où elle se tenait, la tête baissée. Le guerrier qui avait lu les runes éleva la voix en un hurlement aigu et défiant et se déplaça dans l'espace ouvert entre moi et la haute table. D'autres suivirent, certains lentement, certains d'un coup. Une marée de corps se déplaçant, se réorientant. Pas tout le monde. Pas encore, mais assez. L'air crépitait, épais de loyauté changeante.
Du poids des choix enfin faits à la lumière du jour au lieu de derrière des portes closes. Le regard de mon oncle balaya la salle, mesurant, calculant. Pour la première fois depuis que j'avais franchi ces portes, il semblait en infériorité numérique. La lune regardait par les hautes fenêtres, pâle et impitoyable. Les mots avaient été prononcés. Le sang viendrait ensuite. Quand le premier ancien sauta de l'estrade, il le fit avec un rugissement censé sonner comme du courage. Cela ressemblait à de la panique. Il se jeta sur moi, griffes à moitié sorties, robe flottant derrière lui comme des ailes déchirées. Pendant un battement de cœur, je vis le garçon qu'il avait dû être autrefois, tout en dents et en empressement de plaire. Puis mon épée bougea et il n'était plus qu'un homme qui avait choisi le mauvais côté de l'histoire. L'acier rencontra la chair, le sang frappa le sol en un arc chaud. La salle éclata. Les guerriers qui étaient restés figés quelques instants auparavant jaillirent en mouvement. Certains enjambèrent les bancs pour se tenir entre moi et le conseil. D'autres se bousculaient pour protéger les anciens qui s'accrochaient encore à leur pouvoir volé. Des grognements déchiraient les gorges. Les griffes étincelaient. La toile méticuleuse de la hiérarchie qui avait maintenu cette forteresse droite pendant des décennies fut déchirée en un souffle. Mon oncle Pierre n'hésita pas. Il se transforma en plein saut, les os craquant, la fourrure jaillissant de la peau, sa forme de loup s'écrasant devant la haute table. Il était massif, tout en poils gris foncé et en cicatrices, les yeux des éclats jumeaux de ciel hivernal. Il vint droit sur moi, gueule grande ouverte. Je le rencontrai à mi-chemin. L'impact nous projeta tous les deux au sol. Son poids m'assomma le souffle des poumons. Ses dents raclèrent le plaquage de mon épaule. Je sentis le goût du sang. Le sien. Celui de la salle. Nous roulâmes, les griffes déchiquetant les bannières, s'écrasant à travers les bancs renversés. Les loups s'éparpillèrent de notre chemin, certains se jetant dans la mêlée, d'autres tirant des gens à l'écart. « Tu n'étais pas faite pour régner », hurla sa voix à travers le lien qui unit les nôtres dans le feu de la bataille. « Tu étais une faiblesse que nous avons coupée, et tu étais une pourriture que j'ai tardé à sentir, » répondis-je, enfonçant un genou dans ses côtes. Quelque chose craqua. Il glapit. Plus de rage que de douleur claquant sur ma gorge. Je me tordis, laissant ses dents effleurer ma peau, sentant la brûlure, utilisant son élan pour enfoncer ma lame entre nous. L'acier glissa sous ses côtes, ses yeux s'écarquillèrent. Pendant un instant, nous fûmes nez à nez, son souffle chaud et laborieux contre ma joue. « Tu vas les ruiner, haleta-t-il, le sang moussant. »« Non, dis-je, je vais m'assurer que tu ne le puisses pas. » Je retirai l'épée. Il tomba lourdement, sa fourrure déjà se rétractant, son corps rapetissant en l'homme qui avait signé mon exil de la même main, qui griffait maintenant inutilement la pierre. Ses yeux restèrent fixés sur les miens, tandis que la lumière s'en échappait. Il n'y eut pas de dernière excuse, pas de compréhension soudaine, juste un refus têtu et amer. Il mourut comme il avait régné, s'accrochant à un mensonge même s'il l'écrasait. Autour de nous, la salle bouillonnait de batailles plus petites. Le grand prêtre tenta de fuir vers une porte latérale, seulement pour être traîné par les guerriers mêmes qui avaient monté la garde derrière lui, leurs visages marqués d'une fureur sombre et choquée. D'autres anciens se retrouvèrent face à des loups qu'ils avaient autrefois traités comme des meubles. L'équilibre de la peur s'était inversé. Certains conspirateurs se battirent jusqu'au bout, forçant mes compagnons de meute à les abattre. D'autres tombèrent à genoux, les mains levées, leurs mots de piété se transformant en suppliques. Je ne les poursuivais pas. Je n'en avais pas besoin. La vérité que j'avais déchaînée faisait le travail pour moi. Quand le dernier grognement s'éteignit et que le cliquetis de l'acier cessa, un profond silence retentissant s'installa dans la salle. Des corps gisaient sur la pierre, certains immobiles, d'autres gémissants. Le sang coulait en filets minces vers les vieilles fissures.
remplissant les chemins usés par d'anciens sacrifices. Je me tenais au centre, respirant difficilement, la sueur refroidissant sur ma peau, mon bras armé tremblant d'usage et de retenue. Chaque vérité que j'avais tirée de l'obscurité pendait autour de moi comme un second manteau. Lentement, les yeux se tournèrent vers moi. Pas seulement les guerriers, pas seulement les anciens, mais les serviteurs, les louveteaux, les mères, les vieillards qui avaient vu plus d'hivers que je n'avais encore marché. L'attente émanait d'eux. La peur est quelque chose de plus doux, de plus fragile. L'espoir. Qu'ils le veuillent ou non, c'était le moment où la prophétie pouvait encore leur donner raison. Je pouvais le sentir, chaud et brillant dans ma poitrine. J'avais le pouvoir maintenant. Pas de conseil au-dessus de moi, pas de main d'ancien sur les rênes. Je pouvais purger cette salle de fond en comble, la nettoyer avec du sang et bâtir un trône à partir des os de quiconque m'avait jamais douté. Régner par la terreur comme ils avaient prévenu que je le ferais. Ce serait si facile. C'était ça, le danger. Je regardais les corps. Mon oncle qui avait ordonné la mort de mes parents. Le prêtre qui avait tordu le nom de la lune. Les anciens qui avaient signé l'avenir des enfants pour un peu plus de contrôle. Ils n'étaient pas innocents. Ils avaient mérité chaque goutte de sang qui tachait leurs mains. Et maintenant, leur propre sang s'y ajoutait sur le sol. Mais au-delà d'eux, je vis Sophie, les mains encore tremblantes, son tablier éclaboussé. Je vis Julien debout, son poids sur une jambe, du sang coagulé dans ses cheveux, les yeux fixés sur les miens, attendant de voir dans quelle direction j'allais tourner. Je vis des guerriers avec des armures déchirées et des visages incertains qui avaient suivi des ordres pendant des années sans jamais voir les documents sur lesquels ces ordres étaient écrits. Ce n'était plus seulement une question de vengeance. Ça ne l'avait pas été depuis l'instant où j'avais franchi de nouveau les portes. J'essuyai ma lame sur le manteau de mon oncle et la remis dans son fourreau. Le son résonna dans la salle comme la fermeture d'un livre. « Écoutez, dis-je. » Le mot coupa les murmures. Les têtes se levèrent, les oreilles se dressèrent, même les louveteaux se turent. « Vous avez vu ce que font les mensonges. » Continuai-je, la voix rauque mais stable. Vous avez senti avec quelle facilité la peur peut être vêtue de mots sacrés et appelée la volonté de la lune. Vous les avez vus appeler une enfant maudite pour protéger le pouvoir qu'ils ont volé. Ça se termine ce soir. Un guerrier près du front inclina la tête. « Que voulez-vous que nous fassions, Alpha? »« Je veux que vous vous souveniez, dis-je. Souvenez-vous qu'à partir de cette nuit, aucun chef dans cette salle ne se tiendra au-dessus de la vérité. Pas un prêtre, pas un conseil, pas même moi. » Un bruissement de surprise, je le laissai s'installer. « Nous aurons des lois, continuai-je. Nous aurons des droits, nous aurons des serments, mais ils seront gravés là où chaque loup pourra les voir, pas cachés dans un trou sous le sol. La crypte des serments reste ouverte. La pierre de la prophétie reste là où tous peuvent la toucher. Tout contrat qui lie cette meute sera lu à voix haute devant des témoins, non scellés avec de la cire et du sang dans l'obscurité. » « Et ceux qui les ont suivis, cria quelqu'un, ceux qui ont cru à la malédiction, s'ils ont levé des griffes ou des lames ici ce soir, ils répondront du sang qu'ils ont versé, dis-je. Mais tout suiveur n'est pas un conspirateur. Certains ont été trompés, aussi sûrement que moi. Nous jugerons par les actes et non par le côté de la salle où ils ont été poussés à se tenir. Un murmure d'approbation prudente. Je pris une inspiration qui avait le goût du fer, de la fumée et de quelque chose de nouveau. « Je ne vous régnerai pas par la terreur, dis-je doucement. J'ai vu ce que la terreur engendre. Des lâches qui se cachent derrière des prophéties, des anciens qui jettent des enfants dans la neige et appellent cela un sacrifice. Je vous régnerai avec des crocs, oui, et avec des griffes si nécessaire. Je ne suis pas douce, mais je vous régnerai aussi avec des yeux ouverts. Si vous me surprenez à tordre la vérité comme ils l'ont fait, j'attends de vous que vous me traîniez de cette pierre vous-même. » Je me tournai et marchai vers les marches de l'estrade. La haute pierre où mes parents s'étaient tenus autrefois attendait au sommet,
éclaboussé maintenant de sang, de vin et de poussière. Alors que je montais, mes genoux voulaient se souvenir de la façon dont il s'était dérobé le matin où il m'avait forcé à partir. Mon cou se souvenait de la piqûre de la marque fraîche. Mes oreilles se souvenaient de l'écho du portail se refermant derrière moi. Au sommet, je m'arrêtais. La salle s'étendait en contrebas, remplie de loups, regardant pour voir si elles avaient échangé un type d'obscurité contre un autre. La lune se déversait par les hautes fenêtres, baignant la pierre d'une lumière froide. Je posais mes bottes là où les pieds de mes parents avaient été avant d'être effacés des murs. La vieille cicatrice sur mon épaule brûlait, celle de ma première vraie bagarre de louveteau. La cicatrice à l'intérieur de ma poitrine brûlait plus fort. J'ai été banni de cette seule enfant, dis-je, chassé sous un mensonge pour protéger un trône qui ne leur appartenait jamais. Je suis revenu pour réclamer ce qu'ils ont volé. Mon droit d'aînesse, la mémoire de mes parents, la vérité elle-même. Je laissai mon regard balayer la pièce une dernière fois. Mais cela ne suffit pas, terminai-je. Je ne me contenterai pas d'une couronne en équilibre sur un tas d'os cachés. À partir de cette nuit, aucun loup ne sera exilé pour protéger un mensonge. Si nous devons envoyer l'un des nôtres loin, ce sera pour une vérité que nous serons prêts à dire à voix haute, devant toute la meute, sous le regard de la pleine lune. Le silence suivit, puis un unique hurlement aigu de Sophie. Il monta, se brisa, puis se stabilisa. Un autre le rejoignit, puis un autre. Bientôt, la salle tonna de voix, des loups hurlant, non pas dans une frénésie insensée, mais dans quelque chose qui ressemblait à une libération. Je rejetai la tête en arrière et laissai ma propre voix se joindre à la leur. Pour la première fois depuis qu'il m'avait traîné à travers ces portes, le son ne me revenait pas des seules pierres froides. Il rencontra d'autres voix, se mêla à elles, devint quelque chose de plus grand. Quand les hurlements s'estompèrent enfin, je baissai la tête et souris. Petit et dangereux. Maintenant, dis-je, laissant une note de chaleur rude glisser dans mon ton, si vous entendez ce récit au-delà de ces murs, dites-moi, d'où observez-vous? Et quel moment vous a le plus frappé? Les portes qui s'ouvrent, la prophétie qui se brise, ou le voleur qui tombe enfin? Je laissai la question en suspens. Une invitation. Accrochez-vous à ce sentiment, ajoutai-je, car la prochaine histoire qui vous attend est un tout autre genre de